Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play consacré à l'Ivy League. Aujourd'hui, même si on va faire un récap de la dernière semaine de saison régulière, ça ne sera pas le dernier épisode de la saison, puisque, deux équipes de l'Ivy League joueront les playoffs FCS en la personne de Harvard et de Yale. Yale en tant que champion de la conférence, grâce à la victoire contre Harvard la semaine dernière dans The Game, et Harvard en tant qu'équipe at large invitée par le comité. Donc c'est une excellente nouvelle pour la conférence. Alors il faut dire aussi que, on va dire que les planètes se sont bien alignées pour avoir deux équipes qualifiées, parce que je pense que si Harvard bat Yale, Yale ne prend pas une place at large. Donc c'est le scénario un petit peu rêvé pour la conférence, un peu moins rêvé pour Harvard qui perd quand même assez gros en termes de seeding sur ces playoffs-là, et donc perd une bye week qu'ils auraient eu avec une victoire contre Yale. Mais la conférence, dans son intégralité, est gagnante, puisqu'au lieu d'avoir une seule équipe, nous en aurons deux. Donc on va faire un petit récap de cette dernière semaine qui a été riche en rebondissements, en actions et en petites surprises également. Et on fera un petit point sur le premier tour des playoffs qui ont lieu samedi. Raisonnable en plus, on y reviendra bien évidemment, même si je sais bien que votre regard sera probablement porté sur d'autres matchs samedi, notamment du côté de Ohio State, mais on y reviendra bien évidemment lors du 1-2-6 samedi. Alors, donc, on va faire un récap de de cette dernière semaine. On va commencer, on va pas faire vous attendre plus longtemps, on va parler de The Game, Yale qui accueillait le Crimson d'Harvard, le Crimson qui était invaincu, le Crimson qui voulait frapper un grand coup, et patatras, ce sont les Bulldogs qui ont pris à la gorge le Crimson, victoire 45-28 dans un match qui est quand même globalement maîtrisé. C'était une performance de haute volée de la part de Yale qui a su et à la fois étouffer à des moments clés l'attaque du Crimson et enfoncer une défense de Harvard qui était aux données absentes presque pour la deuxième fois de l'année. Donc consécutivement en plus. Donc les signaux ne sont pas forcément au vert pour Harvard avant les playoffs, mais on viendra bien évidemment ensuite sur ça. Donc Yale qui s'impose 45-28. De toute façon, le ton a été donné rapidement. Il y a eu une perte de balle d'entrée de jeu pour Harvard qui, le snap qui suit, ça a été directement un TD de la part des Bulldogs. Départ tambour battant, les Bulldogs mènent 10-0, pardon, avant, même 17-0, pardon, et là on se dit, c'est terminé, mais voilà, Harvard, on les enterre pas comme ça. Jalen Craig est quand même un bon joueur, même si c'est pas forcément son meilleur match qu'il a sorti samedi, mais en tout cas, voilà, vraiment chapeau bas cette équipe de Yale que je ne pensais pas être capable d'emporter avec cette manière, qu'on soit très clair. S'il y avait une victoire de Yale, je m'attendais quand même à un match relativement serré, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, donc félicitations à eux. Dante Reno, 3 TD pour lui. Donc vraiment, encore une fois, un match où il monte en puissance petit à petit au fil de la saison, comme cette équipe de Yale. Yale, vraiment une équipe intéressante. 8-2 sur la conférence, avec 2 défaites consécutives. On s'en souvient contre Dartmouth sur un field goal à la dernière seconde. Et contre l'EI qui est le seed numéro 5 ou 4 de cette année sur les playoffs. Donc c'est-à-dire une défaite qui était loin d'être honteuse pour les Bulldogs. Et mine de rien, depuis cette défaite contre Dartmouth, en fait ils sont sur 6 victoires de rang, mine de rien. Donc voilà, donc tout n'est pas parfait bien évidemment de la part des Bulldogs. Mais il y a quand même énormément de talent. Je répète, Josh Pitsenberger qui a été élu joueur offensif de l'année en Ivy League. On y reviendra un petit peu plus tard sur le conseil des classes de la saison. Donc ça c'est quand même plutôt encourageant pour Yale qui a remporté le titre de meilleur joueur, a remporté le titre de meilleur défenseur et a remporté le titre en Ivy League. Donc une année vraiment réussie, alors qu'au bout de 4 semaines, on commençait un peu à grincer les dents en se disant oulala, qu'est-ce qui va se passer? Mais ils ont su se relancer avec notamment cette belle victoire contre Stonehill, suivie de cette belle victoire contre Penn. Et puis depuis, ça a été plutôt bon. Alors c'est vrai que contre Princeton, il y a la semaine d'avant, ça a été
un petit peu compliqué, notamment offensivement. Mais voilà, mais il y a énormément de talent et on le sait qu'au bout d'un moment, le talent, ça fait quand même gagner des games. Et ben, c'était le cas cette semaine-là. Harvard va falloir rebondir directement, parce qu'après, sinon, ça sera directement la fin de la saison. Hein. Mais voilà, on n'a pas été habitué à voir une équipe d'Harvard autant en difficulté. Alors, les premiers signes étaient là un petit peu contre Penn, notamment défensivement, parce que voilà, Harvard ne doit son salut qu'à ce field goal à la dernière seconde, notamment aussi grâce à un magnifique dernier drive orchestré par Jaden Craig. Mais voilà, ça fait 2 matchs où on voit la défense en difficulté. Ils vont rencontrer une équipe de Houston State, pardon, qui va être remontée aussi. Pardon, Villanova, Houston State, c'est Yale, pardon. Villanova qui est aussi tout à fait capable de les embêter. Donc on va suivre parce que ça va être un match assez serré quand même, où Harvard devait être légèrement favori, mais attention du côté des Wildcats. Alors, quoi vous dire sur ce match-là en plus, en tout cas, voilà, moi je pense qu'il y a quand même deux belles équipes, hein, qu'on soit très clair. Hein, c'était deux superbes équipes de college football qui se sont affrontées, sur The Game. C'est très clairement les deux meilleures équipes de cette saison-là. Josh Pinsenberger, 543 yards et 3 touchdowns au sol. Donc voilà, Nico Brown, encore une fois, un bon match de sa part au poste de receveur avec 189 yards et un TD. Donc voilà, donc c'est quand même très clairement un match, je pense, référence pour eux, parce qu'on a eu un petit peu de tout. On a eu du jeu au sol, comme d'habitude, avec Josh Pinsenberger, mais on a eu aussi des deep balls. Nico Brown a sorti une solide réception de plus de 60 yards sur la tête du DB adverse, chose qu'on avait rarement vue et du côté d'Yale et du côté du Crimson cette année. Donc voilà, il y a vraiment eu des bonnes choses, et je pense que Yale, à la différence de Harvard, est vraiment sur une dynamique vraiment positive, alors que Harvard, on sent qu'il tousse un peu, et peut-être le fait de ne pas avoir été trop chahuté tout au long de la saison, bah ça commence à se voir un petit peu là, alors que Yale, avec cette défaite contre l'IAC face à une équipe qui était plus forte qu'eux sur ce moment-là, ça a peut-être servi aussi d'élément déclencheur pour la saison. Donc voilà, donc, sur la dynamique, moi je me fais plus de soucis pour Harvard que pour Yale, mais encore une fois, attention, il y a du talent et on va y revenir dessus. Sort pour la présentation des premiers tours des playoffs juste après. Donc voilà, donc félicitations à Yale qui remporte qui remporte ce 141e de game. Donc félicitations. En plus, c'était sur ESPNU. J'espère que vous avez eu le temps de regarder un petit peu ça. Plus de 50 000 personnes dans le Yale Bowl. Donc voilà, c'est toujours cool quand même de voir ce Yale Bowl bien rempli. De toute façon, on sait qu'à chaque fois que The Game est joué, le stade est rempli, pas presque, parce que pas vraiment rempli, puisque Yale Bowl est vraiment un très très gros stade, mais en tout cas, il est quasiment plein. Pareil du côté de Harvard, à chaque fois que ça joue du côté de Harvard, le stade est quasiment plein aussi, donc c'est vraiment très très cool de voir carrément voilà, il y a un stade Evilic plein, parce que c'est assez rare, mais voilà, ce match dépasse le cadre, je pense, du foot. C'est une histoire du college football à lui tout seul, et ça l'a encore démontré, puisque voilà, ce match est historique, puisque ça a permis à Yale de se qualifier pour la première fois pour les playoffs FCS, et donc félicitations à eux. On y verra juste après. Qu'est-ce qu'on a eu contre notre match? Alors, on a eu une petite surprise quand même, c'est la défaite de Dartmouth contre Brown, 35-28. Alors, Dartmouth très clairement plombé par les turnovers. Grayson Saunier, 3 interceptions pour lui, un pick 6. Vraiment coûteux en toute fin de match. Alejandro Bello, le DB, le pick 6 de 74 yards. Donc c'est-à-dire que, vous faites le calcul, hein, si c'est 74 yards, c'est-à-dire que Dartmouth était très clairement dans le camp de Brown avant que ça arrive. Donc ils étaient en position soit de marquer un touchdown, soit un field goal, et de faire la différence sur la fin de match. Non, patatras. Donc voilà, donc Dartmouth, on savait qu'ils étaient... alors il y avait quelques projections qui les voyaient peut-être à large en cas de victoire. De toute façon, au moins ça c'est réglé. Grayson Saunier, voilà, qui a malheureusement eu du mal à élever son niveau de jeu sur les moments importants tout au long de la saison. Il lui reste encore une année d'éligibilité, donc moi je suis quand même hâte de voir tout ça, sachant que Dartmouth va perdre quand même pas mal de joueurs clés, dont 2 qui sont rentrés sur le portail des transferts déjà. On en reviendra peut-être un petit peu plus tard. Félicitations à Brown, en tout cas. James Murphy,
22 sur 26, pardon, donc très clinique, 222 yards, 3 TD, 2 interceptions pour lui. Mais voilà, la défense qui fait le pick six au bon moment. Matt Child, 61 yards à la réception, 47 yards au sol, donc un petit peu profil couteau suisse. Et puis il y a un joueur qu'on n'a pas trop vu, c'est DJ Crowder du côté du Big Green. Bien stoppé, même pas 50 yards pour lui au sol. Donc voilà, je m'étais avancé en disant que DJ Crowder allait rouler sur la défense au sol des Bears. Ça n'a pas été le cas du tout. Alors il a bien partagé les snaps avec Miles Craddock, mais malgré ça, ça n'a pas été une franche réussite. Et petit big up à Chris Corbeau, le tight end, qui vient de rentrer sur le portail des transferts, qui vient de sortir tout simplement son meilleur match en termes de réception avec 83 yards et 1 TD. Un nom que vous allez devoir garder en mémoire si vous avez une équipe FBS préférée et qui est intéressé par un tight end qui fait un peu tout. Je suis d'ailleurs assez surpris qu'il rentre sur le portail des transferts et pas forcément qualifié, enfin en tout cas qu'il ne s'inscrive pas à la draft. Mais ceci dit, je pense qu'il s'inscrira l'année suivante et que là, il en profite pour avoir des tapes sur un niveau un petit peu plus élevé. Bref, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Donc voilà, félicitations à Brown qui finit quand même bien cette saison, qui finit en 5-5 malgré un bilan de 2-5 en Ivy League. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont remporté leurs 3 matchs out of conference avec des jolies victoires contre Georgetown, Rhode Island et Bryant. Rhode Island notamment, qui faisait partie des bonnes équipes cette année en FCS. Donc voilà, c'était une saison un petit peu bizarre, puisque voilà, Brown a été capable de taper Rhode Island qui va jouer les playoffs FCS contre Central Connecticut au premier tour. Et à côté de ça, il paume contre eux. Il y a eu 4 défaites de suite avec des défaites vraiment un peu dégueu, notamment contre Princeton 40-20, derrière contre Cornell. Enfin, ça a été une saison un petit peu bizarre, mais voilà, ça montre quand même que le niveau est quand même très resserré dans cette Ivy League, je pense, et ça le sera de plus en plus. Et que voilà, Dartmouth a peut-être pris ce match un peu par-dessus la jambe, et voilà, ça ne pardonne pas face à une équipe aussi talentueuse, notamment offensivement, comme les Bears de Brown. Et donc voilà, victoire 35-28 pour eux. Voilà, un petit peu de prise pour Quentin Brown qui a traversé cette saison quand même comme un fantôme du côté des Bears. Donc voilà, il était senior, c'était son dernier match avec lui, il finit avec 9 yards pour 7 portées. Ouais, un petit peu triste de voir cette saison alors qu'on s'attendait vraiment, je l'ai répété plusieurs fois, mais un one-two punch assez dévastateur du côté des Bears, et ça n'a heureusement pas été le cas. Il nous reste 2 matchs à parler. On va commencer par le Penn Princeton. Alors voilà, la saison est enfin terminée du côté des Tigers, défaite 6-17 face aux Quakers. Voilà, enfin, 6 points marqués par Princeton, qu'est-ce que je vous dis. Et cette fois-ci, ils n'ont encore une fois pas marqué de points en deuxième mi-temps, histoire de changer. Kekolum était blessé, il n'était pas blessé, on a fait un changement au poste de quarterback, c'est Blaine Hippa qui a joué. Je vais pas vous dire ses stats pour rester poli, mais voilà, c'est encore une fois très très compliqué. Le néant offensif, encore une fois. Alors, heureusement, il y a Josh Robinson, le freshman du côté de Princeton, qui a surnagé, qui a vraiment qui a mis des graines pour la saison prochaine. Mais voilà, vraiment un joueur intéressant. Maintenant, il va falloir trouver un QB, nos amis des Tigers, parce que sinon, ça va être très compliqué. Du côté des Quakers, je pense que cette saison, elle va quand même laisser un goût d'inachevé. Liam O'Brien, 243 yards et 2 TD pour lui. Jared Richardson, 95 yards à la réception. Voilà, les deux finissent leur carrière de la meilleure des façons. BC Owens également quasiment 100 yards et un TD pour lui. Voilà, ce trio-là, je suis pas sûr que Penn en retrouve un aussi talentueux assez rapidement. À voir comment on va être capable de se reconstruire après ces départs-là. Mais c'est vrai que c'est un sacré joueur. Jared Richardson qui devient simplement le 6e joueur de Penn à faire une saison à plus de 1 milliard à la réception. Donc félicitations à lui, une super carrière. J'aimerais bien le voir en FBS. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais vraiment j'aimerais bien le voir parce que je pense, ça m'étonnerait qu'il ait une opportunité d'aller en NFL directement. Mais voilà, je pense que c'est des joueurs qui sont prêts. Alors j'ai parlé de Malaki Osley du côté de Georgia Tech, j'ai parlé de Cooper Barquette du côté de Duke.
je pense que les joueurs qui performent à très haut niveau en Ivy League sont capables tout à fait de faire le jump en FBS et d'être vraiment compétitifs. Donc j'espère que ça sera le cas de Jared Richardson, pourquoi pas de BC Owen, et pourquoi pas de Liam O'Brien du côté de Penn. Du côté de Princeton, ben voilà, c'est une saison galère, va falloir se poser les bonnes questions. Est-ce que des têtes vont tomber? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est quand même 2 saisons consécutives vraiment, vraiment galères de la part des Tigers, qui est vraiment pas du standing du programme. Donc voilà, notamment offensivement, parce qu'encore défensivement, ça tenait la route, mais offensivement, c'est quand même terrible. Et ça fait quand même plusieurs années que ça dure. Hein. Donc voilà, donc ils finissent avec un bilan de 2-5 en Ivy League, c'est quand même assez chaud. L'année dernière, c'était pareil, hein, c'est le même bilan, hein, 2-5 et 3-7. Voilà, l'année encore d'avant, c'est du 5-5. Donc vous voyez, Princeton est très clairement sur la pente descendante, non, descendante, oui, par contre. Donc voilà, donc du souci pour les Tigers qui vont devoir quand même faire le nécessaire pour remonter à leur standing habituel. Dernier match, donc c'était le fameux Columbia contre Cornell. J'avais annoncé, et oui, l'upset de la part de Columbia du côté de Ithaca, et ça ne l'a pas pardonné parce que je sentais cette équipe de Cornell capable du meilleur et du pire cette saison. Et cette fois-ci, ça a été le pire, notamment offensivement où ça a été très très compliqué. Et voilà, les Lions qui retrouvent leur jeu au sol. 203 yards au sol pour Griffith Johnson. Où était donc cette attaque au sol tout au long de l'année? Je vous le demande. Donc content pour les Lions qui au moins ne finissent pas Fanny en Ivy League. Bon, Chase Goodwin, toujours compliqué au poste de quarterback. On va voir ce que ça va donner. Premier match un petit peu galère pour Garrett Bass Sulpicio, pardon, du côté du Big Red, pardon. Donc voilà, donc maintenant va falloir comment dire, se retrousser les manches et être capable d'être moins, on va dire, comment dire, moins euh, irrégulier, pardon, de la part de Cornell parce que ça leur a coûté très clairement des matchs, alors qu'ils ont été capables là, voilà, on l'a vu sur la série de 3 victoires d'être vraiment compétitifs. Alors il y a du talent, hein, il y a le Jordan Triplett, hein, le running back, vraiment pareil couteau suisse, encore 67 yards à la course, 60 yards à la réception ce week-end-là. Donc voilà, donc on va voir ce que ça va donner, mais là pareil, il y a quand même des signaux qui sont quand même plutôt positifs. Même si sur un des matchs va forcément laisser un goût amer au Big Red qui aurait l'opportunité de finir la saison en 5-5 pour la première fois depuis un paquet de temps. Alors j'ai pas les stats sous les yeux pour être tout à fait honnête, mais je pense que ça fait un paquet de temps qu'ils ont pas terminé en 5-5. Donc voilà, donc au moins les Lions ne finissent pas Fanny, un peu de la vie en attaque, donc ça c'était quand même plutôt cool. Donc on va voir ce que ça va donner dans une équipe qui va forcément un petit peu bouger. Mais voilà, au moins, Griffith Junior, il est junior, donc on va le revoir l'année prochaine. Chase Godwin, il est junior, donc on va le voir l'année prochaine également. Et puis on va garder un œil sur un autre running back, il s'appelle Michael Walters, il est freshman, et il a fait des bonnes petites performances tout au long de la saison. Il finit avec plus de 500 yards à la course cette saison. Donc à suivre bien évidemment, il y a une génération de running back très intéressant qui arrive, dont on va parler forcément les années qui suivent. Mais voilà, on le sait, la Ivy League, ça recrute quand même plutôt bien. C'est pas rare hein, que ce sont des joueurs qui viennent jouer en Ivy League et des offres de programmes FBS, hein, qu'on soit très clair, et choisissent plutôt de jouer en FBS, en Ivy League, pardon, que sur des programmes du Group of Five. Ça arrive très très souvent. Alors quand ils ont des offres du Power 4, c'est quand même compliqué de dire non, mais voilà, on a quand même, on va dire, souvent cette capacité, ou enfin en tout cas la trajectoire, c'est s'ils n'ont pas des offres forcément clinquantes, ils peuvent aller du côté de la League, ça arrive assez régulièrement, donc c'est pour ça qu'on a quand même des joueurs très talentueux. Donc voilà, alors j'en suis à combien de... Ouais, une vingtaine de minutes, je vais peut-être pas vous embêter plus longtemps sur le récap. Je ferai peut-être je ferai un épisode, même pas peut-être, je vais faire un épisode bulletin de classe, entre guillemets. Je pense que ça peut être intéressant pour faire le bilan. Une fois que la saison est terminée, sur un peu la saison des uns et des autres, faire un petit peu le point aussi sur le portail des transferts, parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de départs et des joueurs plutôt intéressants. Donc voilà, donc je vous propose après la saison de faire un petit peu le récap de tout ça. Je vais vous donner déjà 2 joueurs de Dartmouth qui sont rentrés sur le portail des transferts et qui pourraient être vraiment intéressants. Donc c'est Chris Corbeau, le tight end. 516 yards pour lui
45 réceptions pour lui cette année, donc c'est quand même, pour un tight end, c'est quand même très correct, surtout qu'il n'a joué que 10 matchs. Donc lui, je pense qu'il va vraiment, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit vraiment recherché. Donc à voir qui rattrapera le gros lot, mais vraiment un joueur très intéressant. Un autre que j'ai pas forcément mentionné dans mes épisodes récap cette année, c'est Thaddeus Giannaris, le lineman. Grosse saison aussi, 55 tackles, 9 tackles for loss et 5 sacks. Pareil, je pense que ça ne m'étonnerait pas de le voir arriver dans une grosse équipe. Beaucoup d'expérience pour lui aussi. Donc voilà, donc à suivre, bien évidemment, mais je vais essayer de faire un petit peu faire la récap sur tout ça. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et puis voilà, il y a des noms qu'il faut garder en tête parce qu'ils vont jouer à FBS l'année prochaine et qu'on aura l'occasion de les entendre et de les voir, bien évidemment. Je viens de voir aussi, en plus en même temps, je vois Grayson O'Bara, un autre joueur de Dartmouth, quasiment 600 yards pour lui à la réception. Vient de rentrer sur le portail des transferts. Donc voilà, donc il y a beaucoup de bons joueurs qui étaient seniors du côté de Dartmouth qui rentrent sur le portail des transferts, donc à suivre, parce que je le répète, ils ne peuvent pas faire une 5e année en Ivy League, ils sont kickés. Voilà, alors je récapitule tout ça sur cette saison, sur le classement de la saison en Ivy League. Tac, j'en étais où? Alors, donc Yale et Harvard terminent avec un bilan de 6-1 en tête d'Ivy League, donc ils sont co-champions. Alors c'est vrai que Yale se qualifie parce qu'ils ont le head-to-head contre Harvard en tant que champion, mais Harvard est aussi co-champion. D'ailleurs, on a deux équipes en 4-3, c'est Penn et Dartmouth. Une équipe en 3-4, c'est Cornell. Deux équipes en 2-5, c'est Princeton et Brown. Et une équipe avec le bonnet d'âne, c'est Columbia en 1-6. Voilà. Alors je dois avouer que je me souviens plus trop de mes prédictions, mais je pense que je me suis un petit peu planté, notamment pour Columbia que je voyais un peu plus haut, mais que j'avais un peu mes réserves et j'avais assez raison. Cornell que je voyais beaucoup plus bas m'ont fait mentir, et Yale que je voyais un petit peu plus bas m'ont fait mentir également. Voilà. Alors, mais ces épisodes d'Ivy League ne sont pas terminés, puisque la saison n'est pas terminée, évidemment. Donc, on va se projeter un petit peu sur les deux matchs qui vont avoir lieu ce week-end. Donc, c'est Yale et Harvard qui seront sur le pré-vert. On va commencer par Yale qui se déplace du côté des Youngstown State Penguins, qui sont... On va dire, mais c'est où ça ? Donc Houston n'est pas un state, bien évidemment. C'est une ville du côté à l'est de l'État d'Ohio, pas très loin de la Pennsylvanie en fait. Donc ça peut pas être un très gros déplacement pour les Bulldogs. Ils vont rencontrer une équipe des Penguins qui sont en 8-4 et qui jouent dans la très relevée Missouri Valley Conference. Donc c'est vraiment une équipe qu'il faut vraiment pas prendre à la légère. Alors on se dit oui, mais ils sont en 8-4, donc il y a des défaites. Mais attention, quand on regarde de plus près, cette Missouri Valley Conference Football, elle est remplie d'équipes dont vous connaissez le nom. North Dakota State, South Dakota, North Dakota, Illinois State, South Dakota State. Donc bref, que des noms dont vous avez entendu parler et qui est probablement avec la Big Sky la conférence la plus relevée. Alors il y a le mastodonte North Dakota State, mais à côté de ça, il y a aussi des équipes très relevées. Et quand on regarde les défaites et même le bilan des Penguins, en fait il y a 4 défaites, certes, mais il y a une défaite contre Michigan State, et pas de tant de points que ça, de 17 points, et des défaites contre South Dakota State, North Dakota et North Dakota State. Et North Dakota State, c'est une défaite seulement 38-30. Donc attention à cette équipe qui marque énormément de points, qui peut en encaisser aussi. Donc ça, c'est plutôt positif pour Yale, parce que voilà, mais qui vont rencontrer un certain Bo Brungard, le quarterback des Penguins, un profil dual threat vraiment très intéressant. Il est junior, il sort d'une énorme saison à quasiment 3 milliards à la passe et plus de quasiment 1400 yards au sol. Donc une saison complètement dingo. 23 TD à la passe pour 3 interceptions, 24 TD au sol. Donc voilà, donc ça va être un très gros morceau quand même à gérer pour Yale, mais Yale a prouvé ces dernières semaines que la défense peut vraiment progresser, et voilà, le fait que Daniel Craig, pas du tout. Daniel Craig ne joue pas du côté d'Harvard, mais Daniel Craig, a eu du mal contre cette défense de Yale, prouve que on pourra compter sur eux. Il n'empêche que c'est du côté du stade des Penguins, que c'est nouveau aussi pour cette équipe de Yale, hein, donc il n'y a pas forcément une grosse expérience à ce niveau-là.
Donc voilà, donc c'est nouveau, mais j'aime beaucoup la trajectoire qu'a pris la saison d'IEL, et je me dis qu'ils sont quand même tout à fait capables de s'imposer. Alors, Houston State est favori de 2,5 points. Alors, j'y ai pensé avant voilà, en préparant un petit peu, en checkant, je me dis, ouais, mais j'ai quand même pas donné les deux vainqueurs, les deux équipes d'Ivy League vainqueurs des premiers tours des playoffs, et puis j'ai dit, allez, c'est bon, hein. On y va, soyons fous. Donc, je vais donner Yale vainqueur de ce match-là, parce que j'aime bien la trajectoire. Par contre, c'est vrai que, ben voilà, ils vont rencontrer un sacré quarterback, donc il va falloir faire attention. Mais voilà, Abou Kamara, superbe joueur. Et puis derrière, en cas de victoire, c'est Montana State derrière. Et franchement, voir un Yale Montana State, ouah, ça serait vraiment, vraiment, vraiment très, très cool. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais putain, ça serait vraiment bien. Donc, juste pour voir une superbe affiche en huitième de finale des playoffs FCS, j'ai envie que Yale tape Houston State, pardon, qui est seed numéro 15 du bracket. Voilà. Deuxième match, donc c'est Harvard qui va se déplacer du côté de Villanova. Donc pareil, pas un énorme déplacement. Villanova, hein, c'est du côté de Philadelphie. Harvard, Boston, Philadelphie, c'est alors, à l'échelle des États-Unis bien évidemment, mais c'est pas si loin que ça non plus. Donc tant mieux pour eux. Et derrière, en plus derrière, moi j'aime bien parce que en fait c'est une confrontation contre l'EI. L'EI était 5, pardon. C'est Tarleton State qui est 4, excusez-moi. Et l'EI, bah, je pense que c'est assez ouvert quand même. Donc cette équipe de Villanova, pareil. Attention, il ne faut absolument pas sous-estimer les Wildcats. Les Wildcats, donc effectivement, c'est 2 défaites, mais c'est 2 défaites dans les 3 premières semaines, dont une défaite contre Penn State, 52-6, et après une défaite contre Monmouth, qui était une bonne équipe, hein, menée notamment par un superbe quarterback. Donc, il faut faire attention quand même à tout ça. Et puis, parce que derrière, bah, c'est une équipe qui est capable de marquer des points. Alors, pas autant, bien évidemment, que Houston State, dont je vais parler juste avant, mais quand même, c'est une équipe qui bah, a relativement déroulé son jeu. Alors, il y a eu ils se sont fait un petit peu peur contre Elon, ils se sont fait un petit peu peur contre Stony Brook, mais de manière générale, je pense que c'est une bonne équipe. Prenez par Harvard, très clairement. D'ailleurs, le Crimson est légèrement favori. Mais voilà, je pense que ils peuvent faire le taf. Mais ça va demander, je pense, un match quand même clean de leur part. Et, c'est là où je me fais un petit peu du souci de la part des équipes d'Ivy League, c'est que je trouve qu'ils sont vraiment... Alors c'est vraiment le cas dans tout college football, mais je trouve qu'en Ivy League c'est très particulièrement le cas. Ils sont vraiment capables de souffler le chaud et le froid. Mais voilà, c'est une bonne opportunité pour eux bah, de marquer quand même, je pense, de marquer leur empreinte très clairement les playoffs FCS. Je pense que les deux équipes ont vraiment une chance de l'emporter. Harvard, ce qui est assez paradoxal, c'est que Harvard est favori alors que Yale ne l'est pas. Villanova est mieux classé que Houston State. Alors que j'aurais tendance un peu à switcher les deux. Mais bon, je vais donner Harvard vainqueur, pas beaucoup. Je vais donner Yale vainqueur, mais pas beaucoup. Et comme ça, on va pouvoir un Lehigh Harvard qui va être sympa parce que je pense qu'il va être hyper ouvert pour le Crimson. Et un Yale Montana State, mais oh, ça serait tellement cool. Alors, pardon, j'ai oublié de donner les horaires de ces matchs-là. Excusez-moi, ces deux matchs-là, ils ont lieu à 18h samedi. Voilà. Donc, s'il y a ESPN Plus, donc peut-être pour trouver un stream, ça va être peut-être compliqué. Et puis, bien évidemment, vous allez me dire, il y a forcément la dernière semaine FBS, donc forcément des matchs de partout. Mais bon, voilà, ceci dit, on ne sait jamais. Hein, le slate sera peut-être pourri, peut-être que Ohio State va rouler sur Michigan. Ah mais c'est Michigan, je suis bon, j'ai dit de chou, mais pas du tout, c'est dans la Big House, je suis un peu bébête. J'avais oublié que Michigan s'était imposé du côté des Buckeyes l'année dernière, mec. Quelle dinguerie ce truc-là, bref. Donc voilà, pas mal de matchs, pas mal de matchs qui auront lieu à 18h, on est bien d'accord, mais bon, sait-on jamais. En tout cas, j'espère que je vous ai donné quand même envie de suivre tout ça. Bah, je ferai un récap la semaine prochaine, hein, parce que bon, la saison continue. Et puis voilà, après on verra. Je vais essayer. Je sais qu'année dernière, je vous avais promis un épisode sur le portail des transferts et les bons joueurs à choper du côté de la V-League. Alors, j'essaierai de faire au mieux. Mais voilà, ça me demande un peu de temps, les infos sont pas toujours très simples à trouver, mais voilà, je vais faire au mieux pour essayer de faire un truc un peu cossu. En tout cas, voilà, moi je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de la saison, mais l'aventure n'est pas terminée, bien évidemment. Donc voilà, donc je vous remercie, j'espère que vous avez pu regarder un petit peu, vous intéresser du côté de la V-League, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. L'épisode Group of Five a dû sortir, l'épisode récap de la semaine est sorti.
On se retrouve vendredi pour 1-2-6 à 17h et samedi pour 1-2-6 également à 17h. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde!